Donc nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette hygiène et prévention des infections nosocomiales en cette période de Covid-19 pour vous présenter les précautions complémentaires ou renforcées. Qu'est-ce que sont ces précautions complémentaires ? Ce sont des précautions qui vont se rajouter aux précautions standards pour vraiment faire le maximum de prévention et de protection. Elles font l'objet, ces précautions complémentaires, d'une prescription médicale pour les installer et pour les lever. Elles sont indiquées en présence ou suspicion de germes pathogènes ou de bactéries multirésistantes et à l'heure actuelle, pour les patients qui sont atteints de Covid-19, surtout dans les services de réanimation. Et ces précautions complémentaires sont de 3 types. Nous avons les précautions complémentaires R, les précautions complémentaires contact, PCC, et les précautions complémentaires gouttelettes, PCG. Ces précautions complémentaires, elles rappellent ce qu'on appelait avant les mesures d'isolement. Et pourquoi ? Isoler, ça voulait dire protéger. C'est un ensemble de mesures qui sont destinées à couper la chaîne épidémiologique, à empêcher la transmission de l'infection du malade infecté à un autre malade ou à un soignant. Alors il y a 2 types principaux, 2 grandes catégories, on va dire, de précautions. C'est l'isolement protecteur et les précautions complémentaires. L'isolement protecteur, le patient à prendre va être isolé dans une chambre qui va être une chambre individuelle avec un sas et le tout étant en pression positive de façon à ce que la pression soit supérieure dans la chambre à la pression qui est dans les couloirs et dans le reste du service pour éviter l'entrée des micro-organismes dans la chambre du patient. Cet isolement protecteur va s'appliquer à des patients qui sont extrêmement fragiles, immunodéprimés, comme les patients qui sont en hématologie, qui ont eu une greffe. Voilà, ce sont les malades très très fragiles. La pièce va pouvoir être avec un air filtré, avec différents procédés. Le patient sera donc à prendre en charge plutôt en début de service quand il n'est pas dans un service spécialisé. Le soignant devra mettre un habillage de protection assez complet et puis le matériel qui sera pour ce patient sera dédié uniquement à ce patient où il sera à usage unique et en principe le matériel dédié reste dans la chambre et le matériel à usage unique est amené, il est vraiment protégé par plusieurs enveloppes avant d'être rentré dans la chambre. Il faut limiter les déplacements du patient, bien sûr, et dans ce cas, on prend des précautions très particulières. Les deuxièmes précautions sont les précautions complémentaires. Le principe des précautions complémentaires, on va faire un isolement technique et appliquer des mesures supplémentaires. Alors, l'isolement technique, c'est l'ensemble des mesures de protection d'habillement, on va voir. Et puis en plus, on va, quand c'est possible, faire un isolement géographique pour faciliter l'application des mesures techniques. Alors, en principe, ce serait souhaitable d'avoir une chambre individuelle, ou alors on va regrouper dans une même chambre les patients qui sont porteurs du même germe. C'est ce qui doit se passer en ce moment avec le Covid-19 dans des secteurs de soins intensifs où on va mettre plusieurs patients les uns à côté des autres. Ou alors on va prendre une chambre avec un sas et à ce moment-là la chambre sera en pression négative, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas que les micro-organismes sortent de la pièce, donc on maintiendra bien la porte fermée.
Et puis là, pour tous ces patients, il est indiqué qu'il y ait un cohorting du personnel, c'est-à-dire que ce soit le même personnel qui s'occupe des mêmes malades pendant un temps donné. Il faut limiter les déplacements du patient ou alors prendre des précautions extrêmes. Et quand on a à traiter ce patient en kinésithérapie, il faudra prendre ces patients en dernier pour éviter de transmettre aux autres patients. Donc, les 3 principes de précaution complémentaires, donc comme on a dit, contact, gouttelette ou air. On va les détailler. Les précautions complémentaires contact sont donc indiquées quand il y a un risque de contact ou contact avec des patients porteurs de micro-organismes émergents ou présentant des résistances importantes. Et à l'heure actuelle, avec les patients Covid-19 qui sont bien sûr, qui risquent d'être porteurs sur la peau, à différents endroits dans leur environnement. Certaines parasitoses comme la gale, les infections cutanées avec des abcès, les infections digestives ou urinaires ou des autres infections comme le VRS. Alors les précautions contact, le mode de transmission se fait par contact direct ou indirect, on ne reviendra pas dessus, on l'a vu. Le vecteur de l'infection, ce sont les liquides biologiques, les squames cutanés. La chambre va être individuelle ou ça va être un cohorting. La première mesure, c'est de renforcer l'hygiène des mains, d'y être encore plus attentif, puisque normalement ça doit être fait, puisque c'est une précaution standard, mais bien sûr, il faut être encore plus attentif au temps que l'on va mettre pour la friction hydroalcoolique. Et bien sûr, cette friction ne sera utilisée que quand elle est indiquée, et ne pas utilisée en cas de Clostridium difficile ou de spores ou de bactéries sporulées ou de parasites. À ce moment-là, on se lavera les mains après le contact et on fera une friction hydroalcoolique après le lavage des mains, quand les mains seront bien sèches. Le port de gants, si contact direct avec le patient ou son environnement proche, le port d'un tablier supplémentaire, soit un tablier, c'est en principe une surblouse à manches longues, et le port de masque ne sera pas indiqué si il n'y a pas de pathologie respiratoire associée, s'il n'y a pas un risque de transmission gouttelette. Alors, si le germe est localisé dans une zone bien définie, comme par exemple sur une plaie, on peut faire un pansement occlusif pour pouvoir ensuite permettre aux patients de venir sur le plateau technique de rééducation. Et on prendra certaines précautions, on vérifiera l'étanchéité du patient, il aura une toilette correcte et il portera une tenue vestimentaire propre. Et certains germes font l'objet de procédures particulières et donc se référer aux procédures et protocoles de l'établissement. Donc en rééducation, les professionnels doivent respecter tout ce que je viens de dire. Le patient, il devra faire attention à son hygiène des mains, son hygiène vestimentaire, et puis on appliquera toutes les procédures de désinfection du matériel et de l'environnement du patient. Les visiteurs devront se soumettre aux précautions d'hygiène de main et de port de gants s'ils touchent le malade. Et les patients, on essaye d'éviter qu'ils se promènent un peu partout et on ne les envoie pas dans les autres services si c'est possible. Des précautions complémentaires, gouttelettes et air. Donc la différence entre les deux, ça va être géré par le type de voie de transmission et donc par le type de gouttelette ou aérienne. Donc je vous rappelle ce qu'on avait expliqué dans le premier diaporama, c'est que la transmission par air, donc par aérosol, se fait par la projection, par les micro-organismes qui sont dans l'air, des micro-organismes qui contiennent des particules pathogènes et donc ces nucléi, ces petites particules sont inférieures à 5 micromètres. Elles sont
petites, et donc elles viennent de très loin de l'arbre bronchique et vont être projetées très loin dans l'arbre pulmonaire de l'hôte réceptif. Donc on va les trouver dans la chambre du patient, partout, ou dans le secteur si c'est transporté par les courants d'air browniens et qu'on n'a pas fermé correctement les portes. Donc les voies respiratoires inférieures sont le site d'inoculation préférentiel de ces petites particules. D'où on va appliquer ce qu'on appelle les précautions complémentaires R. Par contre, si la transmission se fait par gouttelettes, c'est-à-dire par projection de gouttelettes de supérieures à 10 mm de diamètre, enfin c'est global, on va être exposé à la projection de gouttelettes chargées de micro-organismes. Et donc là, ces gouttelettes, elles proviennent de l'arbre trachéobronchique supérieur ou des voies rhinopharyngées, et elles vont se déposer plutôt au niveau des voies aériennes supérieures de l'hôte réceptif. Elles se déplacent sur des courtes distances, elles sédimentent rapidement. Bon, elles sont donc, il y a donc un risque au niveau des conjonctives ou au niveau des muqueuses de la face. Et là, on va appliquer les précautions complémentaires gouttelettes. Dès qu'un patient ou un soignant tousse, ça c'est des recommandations générales, il faut couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à usage unique lors de la toux, de l'éternuement ou de l'écoulement nasal ou du mouchage, bien sûr, et on va jeter les mouchoirs immédiatement après leur usage. Si on ne possède pas de mouchoir, on tousse ou on éternue dans le pli du coude plutôt que dans ses mains. Il faut réaliser une hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés. Ne pas toucher les muqueuses, c'est-à-dire ne pas toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains contaminées. Et en milieu de soins, il faudra porter un masque chirurgical si on tousse ou si on a une infection pulmonaire ou rhinopharyngée. Alors, voyons ces précautions complémentaires gouttelettes. Elles sont indiquées pour toute suspicion d'infection de l'arbre respiratoire, comme par exemple le virus respiratoire syncytial, ou actuellement pour le Covid-19, pour la grippe saisonnière, pour les oreillons, la rubéole, etc. Le mode de transmission étant aéroporté avec des distances faibles, on parle de 1 mètre, voilà. Ces sécrétions donc, vont donc suggérer de rester à une distance de 1 mètre. Donc la chambre doit être individuelle ou en cohortine, et que je reviens sur la distance. Donc si la distance est inférieure à 1 mètre, donc là, forcément, on verra quelles précautions on va prendre. On va porter un masque, c'est évident. L'hygiène des mains, friction hydroalcoolique pour le personnel et le patient. Le port de gants s'il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique. Donc quand on va faire expectorer un patient en kinésithérapie respiratoire, eh bien c'est évident qu'il va falloir, on sera dans le cadre des précautions standards. Le tablier s'il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique. Et le masque chirurgical, dès l'entrée dans la chambre, on l'éliminera ensuite dans la filière des déchets pas à risque infectieux, et le masque pour le patient lors des sorties de la chambre. Alors, on va voir les précautions complémentaires gouttelettes. Pour toute manœuvre à risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires, donc quand on va faire de la kinésithérapie respiratoire, une aspiration nasopharyngée chez un patient suspect ou atteint d'une infection à transmission gouttelette, le port d'un appareil de protection respiratoire type FFP2 et de lunettes de sécurité est recommandé. C'est en plus des précautions gouttelettes.
La vaccination antigrippale est à conseiller annuellement aux résidents et aux soignants. En pratique, en rééducation, eh bien, quand un patient est en précaution gouttelette, eh bien, on essayera de ne pas trop l'amener dans les salles de rééducation, ou alors il faudra qu'il porte un masque si vraiment la rééducation est indispensable. Sinon, il vaut mieux le prendre en chambre et ne pas le sortir. Pour le reste, eh bien, le matériel doit être désinfecté, et on essaye d'éviter de l'emmener dans les différents services. Et puis les professionnels donc doivent porter, quand ils vont traiter un malade en chambre, un masque, un tablier, une friction hydroalcoolique à l'entrée de la chambre, à la sortie de la chambre, et porter des gants à usage unique si ils vont toucher des sécrétions. Voilà, et à la sortie de la chambre, ils vont jeter les gants, jeter le tablier, jeter le masque et faire une hygiène des mains avant de passer vers d'autres patients. Dernière précaution complémentaire, ce sont les précautions complémentaires R. Ils sont indiqués pour la tuberculose, la varicelle, le zona, les grippes non saisonnières, tout ce qui se transmet donc par voie R. Et donc actuellement, dans les services de réanimation, c'est appliqué pour le Covid-19. Donc là, les particules sont transportées par l'air. Il faut donc une chambre individuelle avec sas en principe, et surtout respecter que cette chambre soit fermée. L'hygiène des mains est capitale. Le port de gants s'il y a un risque de contact avec des liquides biologiques ou du sang. Le port de tablier, c'est risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique. Et le port de masque, et là, il ne s'agit pas d'un masque chirurgical, mais d'un masque FFP, donc pour protéger le patient et le soignant. Et ce masque doit être porté avant d'entrer dans la chambre et retiré après la sortie de la chambre. Le matériel, il va être à usage unique, donc on amène tout son matériel dans la chambre, ou alors on le décontamine avant de rentrer dans la chambre, dans le sas. L'entretien de la chambre, là, ne nous concerne pas, mais il est fait tous les jours, même plusieurs fois par jour. Les déchets en contact avec le patient vont être éliminés dans la filière de déchets à risque de soins infectieux. Donc, c'est des sacs qui ont une couleur spécifique par rapport aux autres sacs. Ça dépend de chaque établissement. Quant au masque, en principe, le masque doit être éliminé dans la filière de soins, dans la filière des déchets à risque normaux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec le Covid-19, il serait préférable de les éliminer dans les déchets de soins à risque infectieux. Les visites sont limitées, même pour le Covid-19 ne sont pas autorisées. Et puis pour tous les services examens complémentaires, il faut prévenir les services de destination. Donc l'organisation pour les précautions complémentaires R, on va les voir dans un petit diaporama, donc ce n'est pas la peine de passer cette diapositive. Et donc, je vais vous montrer, dans cette période particulière, les précautions par rapport au Covid-19 en milieu hospitalier. Il faut bien sûr se conformer aux recommandations locales. Ce sera d'abord d'appliquer les précautions standards qui vont être renforcées par des précautions complémentaires gouttelettes et par des précautions complémentaires contact. Si on a des soins de proximité, surtout respiratoires et ou en réanimation, il s'agira de faire des précautions standards associées à des précautions complémentaires R et des précautions complémentaires contact. Au CHU de Nancy, je me permets de passer les recommandations.
qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes dans d'autres établissements, mais c'est pour un exemple. Les masques vont être indiqués pour le masque chirurgical en continu, pour les professionnels hospitaliers en contact direct avec les patients, quand ils vont être à moins d'1 mètre et ou pendant plus de 15 minutes. Pour les professionnels qui ont été contacts, c'est-à-dire qui ont été avec un cas avéré ou présentant des symptômes du Covid-19, et pour les patients qui présentent des signes cliniques respiratoires, la durée maximum d'un masque, c'est une demi-journée, parce qu'on est en période de manque de masques, mais ça va sûrement évoluer dans les jours prochains. Et ce masque, bien sûr, surtout, vous voyez avec vos référents au niveau du site où vous êtes en place. Les masques FFP2 sont exclusivement réservés aux professionnels de santé qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire, comme par exemple la kinésithérapie respiratoire. Bon, autant se faire se peut, selon la disponibilité des masques. Alors, pour tous les personnels qui sont en dehors des secteurs de Covid-19, des secteurs dédiés aux patients Covid-19, eh bien, la disponibilité actuelle des masques est de 2 masques pour la journée. Donc, on ne peut pas faire comme c'est recommandé de changer entre chaque patient, mais voilà, c'est un problème actuel qui va, je l'espère, évoluer dans le bon sens. Les étudiants qui sont dans les milieux de soins et qui sont donc susceptibles d'être encore plus au contact du Covid-19, vous devez toujours suivre les recommandations du secteur qui vous reçoit. Et ces recommandations peuvent évoluer rapidement, donc tenez-vous informés. Au moindre doute que vous avez, adressez-vous à votre tuteur de stage ou à votre référent. Et si vous ressentez les symptômes de la maladie ou que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, mettre un masque et adressez-vous immédiatement à votre tuteur. Alors je vous présente là 4 diaporamas, 4 petits films qui ont été enregistrés au CHU de Bordeaux et qui donnent l'autorisation de les diffuser. Et ce sont des procédures. Présenter la procédure d'habillage lors de la prise en charge au CHU de Bordeaux d'un patient Covid-19 suspect ou confirmé lors des soins à l'exclusion de ceux sur les voies aériennes.
Alors vous voyez que c'est le patient portait un masque, mais quand là c'est des soins non respiratoires, donc là c'est facile, c'est bien, c'est possible. Alors maintenant le prochain diaporama c'est le déshabillage après des soins de kinésithérapie non respiratoire. L'objectif de cette vidéo est de présenter la procédure de déshabillage lors de la prise en charge au CHU de Bordeaux d'un patient Covid-19 suspect ou confirmé lors des soins, à l'exclusion de ceux sur les voies aériennes. Là, je suis un peu sceptique sur le port de masque parce que si le patient a des difficultés respiratoires, c'est pas évident. Donc les temps d'hygiène des mains sont raccourcis pour les besoins du film. Maintenant, procédure d'habillage pour kinésithérapie respiratoire. Donc là, on est en précaution, bien sûr, standard, plus précaution contact, plus précaution air. L'objectif de cette vidéo est de présenter la procédure d'habillage lors de la prise en charge au CHU de Bordeaux d'un patient Covid-19 suspect ou confirmé lors des soins sur les voies aériennes. Obturer la surface filtrante avec les mains, inspirer puis retenir sa respiration pendant quelques secondes. Le masque doit se plaquer légèrement sur le visage. Sinon, réajuster le masque et recommencer. Et enfin, déshabillage pour kiné respiratoire. Donc là, L'objectif de cette vidéo est de présenter la procédure de déshabillage lors de la prise en charge au CHU de Bordeaux d'un patient Covid-19 suspect ou confirmé lors des soins sur les voies aériennes.
Donc maintenant, avant de vous laisser, je vais désinfecter, passer un détergent désinfectant sur mon micro puisque j'ai parlé à moins d'1 mètre. Et puis, je vais également me passer une solution hydroalcoolique comme je l'avais fait avant de commencer cette présentation. Alors à tous, je dis soyez prudents, respectueux pour vous et pour les autres de toutes ces précautions et de toutes ces règles d'hygiène. À bientôt.